Très bien. Mais en tout cas, bienvenue encore et bonjour pour les personnes qui viennent nous rejoindre. Comme je l'ai dit, à travers l'engagement de la HAL pour le handicap et l'inclusion, il y a une série de webinaires qui sont organisés et le webinaire d'aujourd'hui, c'est sur le handicap invisible. Le but, c'est vraiment de comprendre le handicap invisible pour mieux l'accompagner, mieux le prendre en compte. Et c'est organisé également à l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, comme je l'ai dit, qui est une journée instaurée par l'ONU en 2007. Je me présente, je suis Redouane Benani, je suis cofondateur et président de Talent Handicap, qui est une petite entreprise spécialisée dans le handicap au travail et qui accompagne les employeurs au niveau national. Et je suis accompagné par Sheila, donc je te laisse te présenter, Sheila. Bonjour à toutes et à tous, je suis donc Sheila Rocha, consultante sur les sujets de diversité et inclusion, et notamment le handicap. Et j'accompagne les entreprises à se structurer sur cette thématique. Je forme et je sensibilise également. Donc j'interviens pour Talent Handicap sur de la formation essentiellement et pour animer les webinaires également. Merci. Donc, Ravie d'être là. ravi aussi. Sur ce sujet important. 30 secondes sur Talent Handicap, sachez un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Talent Handicap accompagne les employeurs, on se positionne comme un partenaire global des employeurs pour la réussite de leur politique handicap. Donc, toutes les actions pour favoriser le handicap et l'inclusion à travers le recrutement, la formation, la sensibilisation, l'accompagnement. On va en parler aussi, notamment un service qui s'appelle Hotline, auquel vous avez accès. Et notre principale raison d'être, c'est de faire progresser l'engagement des employeurs pour que les personnes en situation de handicap puissent avoir le travail qui leur correspond. Donc, quand on accompagne les employeurs, ben, ça profite à l'emploi et aux personnes en situation de handicap. Voilà en quelques mots qui nous sommes. Donc là, sachez qu'il y a d'autres webinaires qui ont été organisés. Là, on est sur le troisième de la série. Il y a deux webinaires, un sur mieux comprendre le handicap au travail pour en faire une force, et un deuxième sur les biais cognitifs pour déconstruire les préjugés au travail, préjugés sur le handicap. Vous avez accès en replay à ces deux webinaires sur l'espace que vous avez ici. Vous avez le lien, vous avez le QR code. Et on a aussi un quatrième webinaire, pardon, qui est prévu le 26 mai sur la reconnaissance handicap, tout ce qu'il faut savoir pour en faire un atout. Voilà pour le programme. Comme je l'ai dit, à travers le service d'accompagnement de Talent Handicap, vous avez accès à la hotline, à notre service Hotline Talent Handicap. Vous avez également le lien ici, qui vous permet déjà de comprendre la politique handicap de votre entreprise, d'avoir un premier niveau de réponse aux questions les plus fréquentes, et vous avez surtout la possibilité de prendre rendez-vous avec un expert chez nous pour vous accompagner. Sheila, c'est la personne vraiment principale experte du sujet qui intervient sur cette hotline pour vous, parce qu'elle a une connaissance poussée de votre politique handicap. Elle vous accompagne de manière personnalisée, donc elle connaît votre accord handicap, elle connaît vos enjeux, elle connaît votre secteur, donc du retail. Voilà, donc ça, sachez que toute personne qui a des questions sur le handicap, qu'elle soit concernée directement par le handicap, aidante, ou quelqu'un qui est manager et a des questions sur le sujet pour une personne de l'équipe, pour un recrutement, elle peut aussi solliciter cette hotline. Donc, quelques petites règles évidentes, hein, c'est du bon sens, bien sûr, pour du respect de la bienveillance autour de ce webinaire. Vous pouvez poser vos questions à tout moment dans la conversation ou même activer votre micro. Il suffit juste de demander la parole en levant la main voilà, pour avoir une fluidité et un bon fonctionnement de ce webinaire. On vous propose quand même de répondre à vos questions de manière globale, sauf si on juge intéressant de répondre tout de suite. En tout cas, on essaiera de répondre à toutes vos questions à la fin de ce webinaire. Sachez qu'après le webinaire, vous aurez accès, on vous enverra le support qui est présenté. Vous aurez également un livret qui donne l'essentiel de ce webinaire, et vous serez invité également
à un jeu en ligne, c'est une sensibilisation complémentaire qui s'appelle l'Académie de l'inclusion. Alors, évidemment, soyez focus si vous souhaitez maximiser l'apport de ce webinaire. Il y a beaucoup de choses à voir ensemble. Vous verrez que ce sera utile pour vous. Voilà, donc évitez tout ce qui peut perturber votre attention et votre concentration. Pour commencer, une petite introduction sur le handicap invisible. Donc pour commencer, j'aimerais vous poser une question simple. Qui pense n'avoir jamais travaillé avec une personne en situation de handicap? Est-ce que vous pouvez répondre dans le chat à cette question? Est-ce que vous pensez n'avoir jamais travaillé avec une personne en situation de handicap? Voilà, on attend vos réponses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes pensent que le handicap ne les concerne pas. Je donne un peu des éléments de réponse, mais j'essaie de répondre assez rapidement dans la conversation. Donc, beaucoup de personnes pensent que le handicap ne les concerne pas, qui pensent qu'il n'y a pas de personnes concernées dans leur équipe. Ils pensent qu'elles n'ont pas besoin de s'y intéresser, alors qu'en réalité, dans la grande majorité des cas, le handicap ne se voit pas. C'est la thématique de notre webinaire, le handicap invisible. Donc, le handicap ne se voit pas et peut impacter fortement le quotidien au travail de tous les collaborateurs. Parce que quand on ne le voit pas, on ne comprend pas et on peut même penser que ça n'existe pas. C'est vraiment la vraie problématique du handicap invisible. Et par conséquent, sans le vouloir, on peut mal interpréter certaines situations, comme un collègue qu'on pense désengagé ou une personne qu'on trouve rigide ou quelqu'un qu'on juge lent ou démotivé, pas motivé. Donc, alors que la réalité, c'est qu'il s'agit souvent et simplement d'une autre manière de fonctionner. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ce webinaire qui est très important, on va le voir ensemble, avec pour objectif de vous aider à mieux comprendre le handicap invisible et ses enjeux, vous donner des clés concrètes pour mieux agir et réagir, et montrer que chacune et chacun à son niveau peut faire la différence et contribuer à un environnement de travail plus inclusif où chacun a toute sa place. Parce que créer un environnement inclusif, ce n'est pas seulement une question de handicap visible ou invisible, mais surtout une question de santé. On va voir le lien avec la santé, aussi bien physique que mentale. C'est une question aussi de bien-être au travail et de performance collective. Donc, voilà pourquoi ce webinaire. J'espère que vous êtes prêts à participer activement à ce webinaire pour mieux comprendre le handicap invisible, pour être un acteur de l'inclusion et surtout mieux travailler ensemble. On y va? Donc voilà, on n'est jamais sûr qu'il n'y a pas de collègues en situation de handicap dans l'équipe, on va le voir ensemble. Le programme et les objectifs de ce webinaire, c'est surtout de répondre. Alors je ne sais pas, il y a un bruit, est-ce que ça vient de moi? Il n'y a pas de bruit, vous m'entendez? Ça va? Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose qui perturbe de mon côté, mais c'est pas grave. Donc, du moment que vous n'entendez pas, donc le programme, c'est de répondre à ces différentes questions. Qu'est-ce que le handicap invisible? Quels sont ses impacts au travail? Qui est concerné dans l'entreprise? Comment agir pour mieux l'accompagner? Et on va faire un focus sur le titre parce que, comme on l'a dit au début, c'est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Alors, on va commencer par qu'est-ce que le handicap invisible? J'invite Sheila à parler de ça. Très Merci. bien, merci Redouane. Donc oui, on va commencer par vous poser une question. Est-ce que vous auriez des exemples de handicap invisible? Est-ce que vous pourriez nous mettre dans le chat? Qu'est-ce que vous pensez être invisible selon vous comme handicap? On attend vos réponses. La dyslexie, on a déjà une première réponse. L'endométriose, plusieurs, voilà, le diabète, la surdité. Je vois qu'il y a un grand nombre qui, ça y est, ils sont très aguerris sur le sujet. La maladie de Crohn, la dépression, tout à fait. Le handicap visuel, tout à fait. Les céphalées, le diabète, très bien.
Ok, ben, merci de votre participation. On va détailler, vous donner de plus grands, enfin de plus d'exemples vraiment pour qu'on puisse mesurer ce qu'on appelle handicap invisible. Mais tout d'abord, on va revenir sur la définition du handicap en général, hein. La dernière définition date du 11 février 2005. Et ce qu'elle dit, c'est qu'on va considérer que c'est un handicap, en tout cas, qui donne une éligibilité à avoir une reconnaissance administrative. C'est toute limitation à participer à la vie active. Quand on parle de vie active, c'est le travail, le loisir, l'éducation, l'accès à la santé. Alors, toute limitation à participer à la vie active qui est due à une altération de mon état de santé, d'accord? Quel qu'il soit physique, qu'il soit psychique, qu'il soit mental, sensoriel, etc. Donc, dès lors que je suis donc limitée à participer à la vie active de façon durable, donc le minimum qui a été défini, c'est 1 an de conséquences sur mon quotidien, ou de manière définitive. D'accord? Donc, c'est là qu'il y a une petite nuance, une petite précision sur la définition. On va considérer aussi que le handicap, il peut être dû à l'environnement. C'est l'environnement qui n'est pas adapté. Par exemple, je suis boulanger, je suis allergique à la farine. C'est le fait d'être exposé à la farine qui me limite à participer à la vie active. D'accord? Donc, voilà pour la définition déjà générale. Et maintenant, on va rentrer plus dans le détail. Alors, oui, par rapport à cette définition, selon vous, quel est le pourcentage de personnes qui est en situation de handicap en fauteuil roulant? Est-ce que c'est 3%? Est-ce que c'est 12%? Est-ce que c'est 23%? Vous pouvez nous laisser les réponses sur le chat. Alors, on a une grande majorité de 3% pour le moment, et ça va assez vite. Vous répondez vraiment de manière très spontanée. Alors, quelques réponses, 12. Voilà, donc la bonne réponse était donc de 3%. Donc, contrairement aux idées reçues, vu que le pictogramme représente le fauteuil roulant, on a tendance à limiter le handicap justement au fauteuil roulant et ça représente moins de 3% des situations de handicap. Donc, c'est bien qu'on ait aussi cette définition en tête de tout le spectre du handicap et vraiment toutes les différentes typologies du handicap pour ne pas euh, oublier des personnes qui pourraient être limitées dans leur vie active et qui pourraient avoir besoin de compensation ou d'aménagement de leur poste de travail. Très bien pour cette partie. Voici quelques pictogrammes. Est-ce que ces pictogrammes vous parlent? Euh, on va les détailler. Donc, le premier, ça va être le handicap psychique. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que le handicap psychique? Ça va être surtout des conséquences, enfin des pathologies ou des maladies qui vont avoir des conséquences sur le comportement ou la personnalité. Des exemples de pathologies, vous avez par exemple la schizophrénie, la bipolarité, vous avez également les addictions et également le burn-out. Donc, c'est pour vraiment vous donner quelques exemples. Ensuite, le deuxième, c'est le handicap visuel. Donc là, vous allez retrouver la cécité, la malvoyance, comme on appelle souvent. Vous avez également le daltonisme, qui peut avoir des conséquences selon le métier que vous exercez. Le troisième, ça va être les maladies invalidantes. On l'oublie souvent, mais ça représente 60% des situations. Et là, on va y retrouver la sclérose en plaques, le diabète, comme vous avez énoncé tout à l'heure. On va y retrouver également la maladie de Crohn que vous avez énoncée aussi. Voilà, l'endométriose, l'ensemble des maladies chroniques, auto-immunes, les maladies orphelines qui vont voilà, vous limiter à participer à la vie active, qui vont vous donner lieu à des aménagements, qu'ils soient organisationnels, matériels où on ait besoin d'une aide humaine, par exemple. Le quatrième, c'est le handicap auditif. Là où vous avez donc la surdité totale ou partielle, mais vous avez également les acouphènes qui malheureusement voilà, sont très répandus et très peu connus. Vous avez donc le cinquième qui est le plus connu,
qui représente également le handicap en général. Mais si on fait un focus sur les différentes typologies, c'est le handicap moteur. Et cette fois-ci, vous allez y retrouver les tétraplégiques, les paraplégiques, vous avez les amputations, vous avez les troubles musculo-squelettiques, voilà, tout ce qui va toucher la motricité. Et puis le dernier, souvent confondu d'ailleurs avec le premier, c'est le handicap mental, où on va également retrouver le handicap cognitif. Donc, le mental, on va parler de déficience intellectuelle, et le cognitif, ça va affecter du coup le fonctionnement cognitif, mais c'est pas qu'ils sont moins intelligents, c'est juste qu'ils apprennent autrement. Et là, comme exemple de handicap, on peut vous citer les troubles 10, par exemple, la dyslexie, la dyscalculie, la dysorthographie, ou la dyspraxie ou dysphasie. D'accord? Voilà, donc tous ces exemples-là pour vous illustrer que le handicap, il est multiple, que depuis 2005, on a élargi le spectre de handicap au-delà du moteur, au-delà du sensoriel et du mental, et qu'aujourd'hui, on prend en compte vraiment toutes les situations qui peuvent limiter chacun à participer à la vie active qui est due à une altération de son état de santé pour revenir à la définition. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Les différentes catégories ici sont explicitées avec les pourcentages pour vous donner une vision sur la répartition entre les différentes typologies et vous montrer la part que prend vraiment les maladies invalidantes. Donc, c'est 60% des situations, contrairement aux idées reçues. On peut avancer. Maintenant, si on fait un focus sur notre sujet du jour, qui est le handicap invisible, on retiendra que le handicap invisible est un handicap qui n'est pas apparent à première vue, mais pour autant qu'il y a des conséquences. Et si toutefois le collaborateur ou si votre collègue ne vous en parle pas, vous n'avez pas moyen de le discerner. Et ça peut être souvent confondu, comme le disait en introduction Redouane, par d'un désinvestissement du collaborateur ou par un manque de compétences. Donc, il est très important de savoir que le 80% des handicaps est invisible. On peut avancer. Alors, c'est bien parce que je viens de donner la réponse. Quel est le pourcentage donc, des handicaps qui sont invisibles? La bonne réponse est 80%. Contrairement aux idées reçues, quand on pense handicap, on pense fauteuil roulant, on pense à motricité, mais il y a vraiment tout le spectre qu'on vient de vous montrer juste avant, qui représente donc 80% des situations. On peut avancer. Voici quelques exemples fréquents de handicap donc invisibles. Vous avez le mal de dos chronique, vous avez le diabète, vous l'avez très bien cité à plusieurs reprises. Vous avez aussi le cancer après rémission. La sclérose en plaques, vous l'avez cité. La déficience visuelle également, la surdité partielle ou totale, l'asthme, l'hypertension artérielle, l'épilepsie, l'endométriose, le VIH. Vous avez également les troubles cognitifs comme les troubles 10, les troubles du spectre autistique qu'on appelle TSA, le TDAH, trouble déficience de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et vous avez aussi le handicap psychique, les dépressions sévères, les troubles obsessionnels compulsifs, l'agoraphobie, la peur d'être dans le milieu social, la bipolarité, la psychose, comme la schizophrénie par exemple, etc. Vraiment, 70% c'est 80% des cas. Le handicap invisible. Donc, quel est le nombre, selon vous, de personnes qui vivent en France et qui ont un handicap invisible? Est-ce que c'est 3,5 millions? Est-ce que c'est 7 millions? Est-ce que c'est 9 millions ou c'est 12,4 millions? Alors, je vois que ça répond, ça réagit très vite sur le chat. Hop. Alors, on a une majorité, il me semble, de 9. Alors, on a une majorité de 9 millions. On va donner la réponse. Donc, c'est bien 9 millions. Vous avez bien suivi. Alors, en France, nous sommes à peu près 70 millions. Et si on fait un focus sur les personnes qui sont concernées par le handicap, c'est 12 millions de personnes qui sont concernées par un handicap. Et donc, si on fait un focus sur le handicap invisible, c'est 9 millions de personnes. Tout à fait. Donc, très bonne analyse. Alors, Redouane, quel est l'impact au travail? Quels sont les différents sujets?
Merci Sheila. Voilà, ça nous a permis de bien comprendre ce qu'est le handicap invisible. Déjà, les premières définitions et de quoi il s'agit. Et oui, le handicap invisible, c'est un réel enjeu dans l'entreprise et il peut avoir de sérieux impacts quand il n'est pas bien accompagné. C'est ce qu'on va voir, quels sont les enjeux. D'abord, voilà, quand il n'est pas bien pris en compte dans l'entreprise, du fait qu'il soit invisible, bah, on est tenté de ne pas le montrer, ne pas en parler, ou en tout cas de cacher qu'on a un handicap. Donc il y a cette dissimulation du handicap qu'on peut avoir par manque de confiance en son employeur, en ses collègues, en son manager, etc. Donc on va pas le dire par crainte aussi d'être stigmatisé ou que le regard porté sur la personne change, peur d'impacter son emploi, parce que le handicap, on peut avoir cette peur que, sachant qu'on a un handicap, que ça puisse freiner l'évolution ou impacter son travail ou son maintien dans l'emploi. Deuxième partie, c'est s'il n'est pas bien pris en charge, imaginons quelqu'un qui dissimule sa situation de handicap, le fait de dissimuler, de compenser, ça va fatiguer la personne, il y aura une charge mentale importante euh, parce qu'elle a besoin de faire des efforts supplémentaires pour cacher, pour compenser. Il y a un impact sur la santé de la personne, aussi bien physique que mentale, risque d'épuisement aussi, et ça peut faire dégrader la santé de la personne et entraîner des arrêts médicaux répétitifs. Ça peut même aller jusqu'à la désinsertion professionnelle. La personne ne se sent plus capable d'occuper son travail, voire d'être déclarée inapte par la médecine du travail. Donc ça, c'est aussi un enjeu important si le handicap il n'est pas bien pris en compte et bien accompagné. L'autre troisième enjeu aussi, c'est toutes les relations dans l'entreprise et toute la communication avec les autres. Ça peut générer des incompréhensions. La personne, vous ne savez pas qu'elle est en situation de handicap. Donc peut-être que certains fonctionnements vont vous étonner ou créer des incompréhensions, des malentendus, des difficultés à travailler en équipe, hein. Ça peut créer des conflits et ça peut faire baisser la confiance de la personne et son estime de soi. Donc on voit que les impacts sont énormes si le handicap, du fait qu'il soit invisible, ne soit pas bien accompagné. Euh, le fait d'avoir des conditions de travail, parce que si on ne sait pas que la personne elle a des besoins spécifiques, ben, elle ne va pas bénéficier de conditions de travail adaptées à ses besoins. L'environnement de travail peut présenter des choses qui peuvent être très très gênantes pour la personne, qui peut être sensible au bruit, à la lumière, des difficultés à travailler dans des environnements ouverts, des open space, d'être interrompu fréquemment, et des personnes qui peuvent être vraiment gênées si on les interrompt fréquemment dans leur travail. Le fait aussi d'avoir un manque de clarté dans les consignes ou dans les attentes. Il y a des personnes qui ont besoin d'objectifs clairs, qui ne savent pas gérer le implicite. On va, voilà, le fait d'avoir aussi des horaires de travail rigides ou mal structurés peuvent perturber certaines personnes, certains fonctionnements. Qui peuvent être moins à l'aise quand il s'agit de faire plusieurs tâches ou faire des choses imprévues ou de gérer des surcharges de travail. Voilà, pareil, le rythme, quand il n'est pas adapté à la personne, hein. On a parlé du concert après rémission, même si à rémission, on peut revenir au travail, mais on ne peut pas faire comme avant parce qu'on se fatigue plus vite. Donc, si on a un travail qui a un rythme qui n'est pas adapté aux besoins de la personne, ça peut créer de réels problèmes. Le fait aussi de ne pas disposer d'outils et de méthodes qui permettent d'aider la personne dans son travail, ou quand on lui impose des processus complexes ou des environnements même numériques qui ne sont pas accessibles, etc. Donc on voit que l'impact du travail peut être très très élevé avec des enjeux aussi bien pour les collaborateurs que pour
l'employeur, on va, côté collaborateur, retrouver des enjeux de vouloir, d'avoir tendance à cacher sa situation de handicap, ou bien même, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que, par exemple, le diabète relève du handicap, selon la loi en France, la loi de 2005, le mal de dos. Et du coup, il y en a qui vont même pas parler de handicap, qui vont pas vouloir être associés au handicap. Donc ça, c'est un véritable enjeu, d'où l'importance de libérer la parole, de montrer qu'il s'agit de prendre soin de la santé des personnes, de leur environnement de travail, de leur bien-être et de leur performance. L'impact sur la santé, ça je pense que vous l'avez bien compris, il y a aussi bien physique que mental. Si on ne prend pas en compte les besoins de la personne pour lui apporter un environnement adapté à ses besoins, les conditions de travail, on en a parlé, le travail en équipe qui peut générer des incompréhensions, des malentendus, etc., le manque de bien-être, et le risque dans le maintien dans l'emploi, parce que si la personne cache sa situation de handicap, et du coup, elle ne bénéficie pas d'environnement et de conditions adaptées, bonnes pour sa santé. Donc la santé ou le handicap peut se dégrader, et avec le temps, le handicap qui était invisible, il peut devenir visible. Et là, comme ça n'a pas été anticipé, d'abord, ça va générer des incompréhensions de la part du manager, des collègues, puisqu'ils vont découvrir trop tard qu'il y a des besoins. Souvent, ça déclenche une inaptitude, et c'est difficile après de maintenir la personne dans son emploi. D'où l'importance d'anticiper, d'être proactif et d'avoir les conditions qui vont maintenir la personne en bonne santé, ne pas dégrader sa santé. Et du coup, ça rejoint aussi d'autres enjeux côté employeur, c'est l'enjeu de la productivité. Donc, si la personne elle n'a pas de bonnes conditions, ça peut, comme on l'a dit, générer des arrêts de travail, générer une baisse de productivité. Donc la personne n'est pas vraiment en forme pour travailler correctement. Ça peut générer des problèmes de cohésion sociale, d'absentéisme, on en a parlé. Donc ça peut désorganiser quand une personne elle s'absente fréquemment pour des raisons de santé. Il faut la remplacer, il faut réorganiser un peu les tâches, etc. Donc ça complexifie, ça complique en fait l'organisation. Ça peut générer des inaptitudes, et quand un employeur a un collaborateur qui est déclaré inapte et du coup qui ne peut plus continuer à travailler, c'est une perte pour l'entreprise, parce que perd des compétences, il faut recruter une nouvelle personne, la former à nouveau, etc. Ça a un lien aussi avec la prévention des risques, parce que l'employeur, il a quand même la responsabilité d'éviter des risques aux collaborateurs. Et il y a un enjeu aussi par rapport à la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Donc le fait de faire des actions qui sont bonnes pour la société. Donc, quand les personnes dans l'entreprise ont un travail déjà, le fait d'avoir un travail, c'est un élément majeur dans la société, et de pouvoir travailler dans les meilleures conditions, et sans que ça ait un impact négatif sur la santé. Et bien sûr, un enjeu aussi de performance, parce que si l'entreprise est là des collaborateurs qui ne sont pas vraiment dans les meilleures conditions pour travailler, évidemment, ça va impacter la performance qu'on va appeler plus collective que individuelle. Voilà un peu Et les Redouane, enjeux. donc Redouane, Pardon? qui est concerné? Quels sont les acteurs en entreprise qui sont concernés par ce sujet du... Oui, tout à fait. Donc souvent, on pense qu'on est concerné quand on est en situation de handicap, ou quand on a un collaborateur dans son équipe qui est en situation de handicap. Euh, En fait, on va voir que ça concerne d'abord, évidemment, ça c'est clair, les collaborateurs qui ont un handicap visible ou invisible. Bon, invisible, j'en insiste plus dessus, parce que quand on ne le voit pas, on pense qu'il n'existe pas. Donc les personnes avec un handicap invisible sont concernées, les managers, parce que ils peuvent avoir dans leurs équipes des personnes avec un handicap invisible sans qu'ils le sachent, en pensant qu'ils ne sont pas concernés par le handicap. Voilà, on va le voir qu'il y a des méthodes pour aussi détecter
des signaux. Équipe sécurité santé au travail, évidemment parce qu'il y a un impact avec la santé, un impact avec la prévention des risques. Ça impacte les collègues, parce que vous travaillez en équipe, on travaille ensemble. C'est important de savoir que des collègues peuvent être en situation de handicap invisible, sans que vous sachiez. La direction, évidemment, parce qu'elle doit prendre des mesures et pour que toute personne dans l'entreprise soit dans les meilleures conditions pour travailler. Les équipes RH, parce qu'ils ont ce rôle d'accompagnement des ressources humaines. Et finalement, on voit que c'est un sujet qui concerne tout le monde. On est tous concernés parce que n'importe qui peut avoir un handicap invisible et pourrait l'avoir. Parce que même si aujourd'hui, une personne n'a pas de handicap, en fait, statistiquement, une personne sur deux peut rencontrer un handicap au cours de sa carrière. Hein. On ne parle pas du grand âge, etc., pendant sa vie active. Une personne sur deux peut être touchée par un handicap. Donc euh, ça nous concerne parce qu'il y a du handicap autour de nous sans qu'on sache, et ça nous concerne aussi parce que par prévention, c'est comme une assurance, on se dit si jamais ça arrive, évidemment on se l'espère à personne, si jamais ça arrive, on est préparé, on sait ce qu'il faut faire et on a un environnement où tout le monde peut travailler, s'épanouir. Voilà un peu l'impact et qui est concerné dans l'entreprise. Maintenant, on va voir comment agir, comment accompagner le handicap invisible. Et là, Sheila, si tu peux nous présenter Très comment agir. bien. Les différentes étapes donc pour agir, il faut déjà que le sujet soit porté donc ce soit un engagement du groupe, donc un engagement de l'entreprise porté par le plus haut niveau. Et ça, c'est déjà votre cas, on va le voir juste après. Donc, il faut avoir une politique donc handicap bien définie. Ensuite, il faut créer un climat de confiance. On va répondre à la question précisément qui est dans le chat. Mais c'est vrai que les personnes qui sont concernées par le handicap, qui sont invisibles ou invisibles, qui soient visibles ou invisibles, pardon, elle n'est pas dans l'obligation de le communiquer à son employeur. Donc, on a tout intérêt à créer un climat de confiance dans l'entreprise à tous les niveaux, de façon à ce que si il y a une personne qui est concernée, elle soit en confiance pour pouvoir disposer des différentes mesures, des différentes compensations auxquelles elle aurait droit. Il faut bien sûr définir des solutions concrètes au quotidien. Il faut qu'il y ait des actions qui permettent d'intégrer la thématique du handicap au quotidien, parce que le handicap, on vit avec, on ne le laisse pas à la porte de l'entreprise, ça c'est super important de le comprendre. Et bien sûr, l'intégrer dans tous les process, donc recrutement, mais aussi sensibilisation, communication, formation pour qu'il y ait un maximum de personnes qui aient les clés, qui puissent avoir les bonnes pratiques pour bien faire et que tout le monde se sente bien enfin, que tout le monde se sente bien dans l'entreprise sur cette thématique-là, que ce ne soit pas un tabou, que ce ne soit pas un sujet où qu'on prenne avec des pincettes ou qu'on ne s'en occupe pas par peur de mal faire. Donc, c'est super important qu'on soit aguerri sur ce sujet. Donc, on peut passer à la slide suivante où on va parler de la politique. Donc là, ce que vous avez pu faire, et c'est vraiment le premier engagement, c'est vous avez signé un accord handicap, donc 2025-2027. Et dans cet accord, vous vous êtes engagé à recruter des personnes en situation de handicap, mais aussi à sensibiliser vos équipes, à accompagner les personnes qui sont déjà en situation de handicap dans vos équipes. Voilà, donc vous êtes engagé sur un certain nombre de mesures. Vous avez mis des dispositifs en place pour mieux appréhender ce sujet du handicap. Notamment avec la nomination de référents handicap, avec la mise à disposition d'une hotline, donc qui est un service externe qu'on peut appeler en toute confidentialité pour prendre les informations, mais aussi être accompagné dans les démarches administratives. Vous avez vos interlocuteurs RH qui restent toujours, bien sûr, partie prenante, qui sont aussi vos référents. Et bien sûr, sans oublier le service de santé au travail. On peut passer à la slide suivante. Alors, comment on crée un climat de confiance? Donc, on vous donne un exemple tout fait. La phrase qui change tout, ce serait de se dire, si tu rencontres une difficulté, même temporaire, tu peux m'en parler.
D'accord? Donc ça, c'est une invitation à prendre la parole. Vous montrez que vous êtes ouvert sur la thématique, quelle qu'elle soit temporaire ou durable ou permanente. Vous êtes ouvert sur cette thématique-là. Là, ça va aider sur 3 piliers, donc qui vont permettre de renforcer cette confiance. Donc, il faut accueillir son jugement. Une baisse de performance, ça peut arriver. Ça peut être lié à une difficulté due à la santé ou pas, hein, ça peut être autre chose, mais voilà, on est ouvert sur plusieurs éventualités et on accueille vraiment sans juger. Bien sûr, on assure la confidentialité de ce sujet-là. Faut que le collaborateur soit sûr que quand il vous partage des éléments qui sont dits de santé, qui sont des éléments sensibles, que vous allez bien garder confidentiel de façon à ce qu'il n'ait pas justement cette peur que les collègues soient au courant, que son cas soit diffusé, etc. Donc ça, c'est super important. Et on crée un espace libre de parole. Donc, par exemple, dans vos réunions, vous pouvez communiquer ce que le siège a mis en place ou qu'est-ce que l'entreprise a mis en place pour que on ait plus d'informations sur la politique du groupe, les engagements du groupe et surtout les actions concrètes que le groupe peut mettre en place. Ensuite, la fameuse reconnaissance en qualité de travailleur handicapé qu'on appelle dans le jargon RQTH. Donc, cette reconnaissance administrative est mal connue et il faut démystifier le sujet. Donc, votre rôle, bien sûr, c'est pas d'être expert, mais vous pouvez réorienter les collaborateurs vers la hotline, par exemple, ou vers les référents handicap en interne. Mais vous pouvez aussi donner quelques informations comme à quoi sert cette fameuse RQTH, à quoi ça va bien servir dans le cadre du travail. Donc, en résumé, ça va ouvrir le droit à des compensations qu'elles soient matérielles, qu'elles soient organisationnelles, que ce soit une aide humaine ou animalière, ou également des formations complémentaires qui sont liées du coup au handicap. Donc, vraiment, c'est la reconnaissance administrative, elle est là pour compenser la situation de handicap et faire en sorte que le collaborateur qui est concerné soit dans les meilleures conditions possibles. Ce n'est en aucun cas ce sont en aucun cas des avantages. Voilà sur l'essentiel à savoir. Et puis au niveau des sensibilisations, c'est vraiment déconstruire les préjugés sur la thématique du handicap, enlever cette idée qu'on va avoir une étiquette, que le handicap c'est forcément négatif, que le handicap c'est lié à un manque de performance, un manque de productivité. C'est complètement faux. Donc il faut déconstruire ces idées reçues. Et ça, on vous invite à participer comme vous le faites aujourd'hui donc au webinaire. N'hésitez pas à parler à vos collègues, les autres magasins ou les personnes au siège qui ne sont pas connectées aujourd'hui, ou les inviter à regarder le replay. Parce que plus on en parle, moins c'est un sujet tabou et plus vous allez avancer sur le sujet. Donc, ce qui est bien, c'est de partager les contenus que vous avez à disposition et de récolter des témoignages de personnes qui sont concernées par le handicap ou qui ont accompagné un collaborateur en situation de handicap et qui veulent témoigner de comment ils ont pu évoluer chez la Halle de façon à ce qu'on puisse aussi matérialiser le fait que c'est possible et pour qu'on ait aussi des exemples concrets d'aménagements qui ont été mis en place et qui ont bien fonctionné. Donc, n'hésitez pas, si vous sentez, d'être témoin pour le groupe de façon voilà, à montrer concrètement ce que le groupe a mis en place. Et bien sûr, à diffuser le chiffre donc, dont on parle depuis le début, 80% des handicaps sont invisibles et donc ne se décèlent pas à l'œil nu. On va faire un focus ensuite voilà, sur la hotline. Donc, comme on disait et on l'a redit, c'est pour les collaborateurs quand ils se posent des questions sur leur état de santé. Est-ce qu'ils sont éligibles, pas éligibles? Est-ce que des fois, ils appellent également pour des collègues. Donc, vous pouvez appeler en tant que collaborateur, en tant que manager, comment j'accompagne un collaborateur qui est en situation de handicap, quels sont les bons mots, quelles sont les différentes parties prenantes en interne que je peux solliciter. Et bien sûr, les équipes RH peuvent également appeler la hotline. En toute confidentialité, on vous le rappelle. Votre nom ne sera jamais communiqué.
La formation, donc ça, c'est vraiment un point clé et essentiel, surtout pour le management, pour détecter les signaux faibles. Alors, je repère des fatigues, de l'isolement, des erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment j'interviens? Quels sont les bons mots? Jusqu'où va ma responsabilité? Ça, c'est super important. Qu'est-ce que l'entreprise doit faire et ne doit pas faire? Et quels sont nos leviers? Qui je contacte? Par exemple, à quel moment intervient le service de santé au travail, c'est très, très important. Donc ça, dans les formations, on vous donne tous les outils pour mieux appréhender le sujet. Donc, il faut garder en tête que vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas là pour diagnostiquer, mais bien sûr pour repérer et ne pas laisser un collaborateur en difficulté parce que vous avez la responsabilité de la sécurité, qu'elle soit psychique ou physique de vos collaborateurs. Le maintien dans l'emploi, on vous donne quelques exemples. Ça peut être des adaptations des horaires, la flexibilité sur les plages horaires, le rythme qui peut accentuer aussi les états de fatigue. Ça peut être une réorganisation des tâches de travail, redistribution temporaire, par exemple, de certaines missions. Ça peut être des pauses supplémentaires. Nous aimons bien prendre l'exemple du diabète où là, on va planifier plus de pauses pour peut-être contrôler l'insuline, enfin avoir des contrôles, etc. Donc voilà, il y a des aménagements qui peuvent être faits, ils ne sont pas forcément coûteux, mais grâce à la reconnaissance administrative en qualité de travailleur handicapé, on peut mettre ça en place et justement compenser cette situation de handicap au travail. Au niveau du recrutement, mais ça aussi, c'est de prendre la casquette, je recrute sans discriminer et je pose des bonnes questions, mais aussi j'ai une ouverture sur la façon d'appréhender l'entretien. Donc, je suis moins dans le jugement, j'évite pas le sujet. Voilà, si vous savez que la personne elle est en situation de handicap parce qu'elle l'a indiqué sur le CV, etc., vous pouvez l'aborder vu qu'elle l'a indiqué. Et voilà, de repartir avec les bonnes informations, c'est de quoi la personne a-t-elle besoin pour exercer dans les meilleures conditions. Et ça, c'est vraiment cet état d'esprit change tout parce que vous allez mettre le candidat en confiance, sachant que vous indiquez que le groupe est formé et prêt sur ces sujets, il est handi accueillant et il n'a pas de raison de cacher son handicap et de compenser ou aggraver son état de santé par lui-même. Voilà. Au niveau de la communication et témoignage, donc je rappelais le point fort des témoignages, c'est vraiment partager son expérience avec des récits de collaborateurs donc, qui sont concernés. C'est aussi valoriser les parcours des personnes qui ont traversé des difficultés de santé. Donc ça, c'est vraiment bénéfique parce qu'on sait que c'est possible de réussir et le handicap, c'est aussi euh, un laboratoire d'innovation parce que ce qu'on met en place pour une personne en situation de handicap, après, on se rend compte que il peut être bénéfique pour l'ensemble des collaborateurs. Bien sûr, montrer la normalisation. Quand le sujet est abordé régulièrement, il perd son caractère tabou. Donc, ce n'est plus un sujet traité à part, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, pour résumer, pour finir sur cette partie-là, donc accompagner le handicap invisible, ce n'est pas être expert sur le sujet, mais surtout être attentif, ouvert et prêt à ajuster. Donc, au niveau des engagements, là, vous avez un accord donc, qui cadre bien vos engagements, qui vous donne droit à des dispositifs bien concrets pour les collaborateurs qui sont concernés. Ça crée un climat de confiance, un espace où la parole elle est libérée et les personnes peuvent justement parler du sujet du handicap sans tabou. Il y a des actions concrètes qui peuvent être mises en place et des compensations qui peuvent être mises en place pour justement diminuer l'effet du handicap. Et c'est une culture donc normalisée où sensibiliser, parler et valoriser le handicap est une pratique courante. Voilà, tout ça avant de rentrer dans le focus donc, de l'autisme, que Redouane va nous, euh, nous éclairer sur qu'est-ce que l'autisme et où nous en sommes en France par rapport à ça.
Merci beaucoup, Sheila. Juste, j'insiste sur l'engagement et l'action, ça c'est important. L'engagement, bon, il y a l'engagement d'entreprise, mais il y a l'engagement de chacun. C'est important que cet engagement soit porté par chaque personne dans l'entreprise. Et l'action aussi, c'est chacun peut être vraiment acteur de cette inclusion dans l'entreprise. Effectivement, on va passer à l'autisme, hein, comme c'est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. On en profite pour faire un focus dessus, qui est, comme je l'ai dit, majoritairement un handicap invisible. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement, donc il n'y a pas de déficience intellectuelle. On parle de TSA, trouble du spectre autistique, parce que c'est un spectre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment différents degrés d'autisme. On dit même que chaque autiste est un autisme du spectre, hein. Donc, en fait, on a vraiment, chaque personne a sa spécificité et son degré, même des différences d'une personne autiste à une autre. Donc, c'est un fonctionnement cognitif qui est différent, pas inférieur. Voilà, c'est important. C'est cette différence, très souvent invisible, ça on l'a dit, pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et une personne autiste, elle peut avoir des, euh, des compétences particulières, des forces, pas tout le temps, il ne faut pas généraliser, mais voilà, souvent on peut trouver des personnes avec une forte capacité de concentration, avec une bonne capacité de rigueur et de précision, de pensée logique, analytique, ils savent analyser de manière très poussée et peuvent être vraiment fiables dans certaines tâches et du coup, dans certains métiers, on peut vraiment rechercher leurs compétences. Par contre, il faut être vigilant à l'environnement parce que on peut être hypersensible au bruit, à la lumière. On peut avoir des difficultés face à l'implicite et aux implicites sociaux. On peut avoir besoin d'un cadre clair et structuré, et on peut avoir difficulté dans les interactions sociales. Donc ça peut avoir cet impact sur les interactions sociales. Pas toujours, hein. Il ne faut pas généraliser et avoir des stéréotypes de la personne autiste, elle est comme ça, comme ça. Non, chaque personne est différente. Il y a même des personnes, on va le voir, qui découvrent qu'elles relèvent de l'autisme après de nombreuses années. Donc, après, au niveau métier, est-ce qu'il y a des métiers réservés aux personnes autistes? La réponse c'est non, hein. C'est une personne autiste, elle peut exercer n'importe quel métier, mais c'est vrai que selon la personne et son fonctionnement cognitif, elle peut être mieux dans certains environnements. Donc on va prendre voilà, le cas d'un environnement où les règles sont explicites, hein. Il faut vraiment de l'explicite. Métiers structurés, logiques et techniques. C'est là où on retrouve le plus de personnes autistes, où les règles sont claires, les tâches sont bien définies et la logique prime sur l'implicite social. Ça, finalement, si on applique ces règles qu'on peut appliquer, ça profite à tout le monde. Des métiers avec des tâches répétitives ou structurées aussi, ça, on va trouver des personnes autistes qui vont être plus à l'aise dans ces métiers-là. Des métiers de spécialisation ou d'expertise. Ils peuvent vraiment, comme il y a cette capacité analytique qui est importante, donc on peut retrouver des personnes autistes dans des métiers très spécialisés où il y a besoin d'une forte expertise. Et on peut aussi trouver des managers, des personnes dans la relation client, même si on a dit qu'il peut y avoir un impact sur les interactions sociales, mais ça dépend des personnes. Donc on peut les retrouver aussi dans la relation client, dans le commerce, dans la formation, mais dans un environnement quand même adapté où il y a des règles explicites, où les interactions sont cadrées. Euh, donc, ce n'est pas finalement le métier qui est bloquant, mais c'est l'environnement et le niveau d'implicite. Là, quelques chiffres clés sur l'autisme. Il y a environ 700 000 personnes autistes en France, 1 à 2 2% de la population. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être autistes sans le savoir ou sans être diagnostiquées.
Ça, c'est important, on va le voir. Souvent, il y a plus d'hommes que de femmes, 4 hommes pour une femme. Il y a un sous-diagnostic féminin parce que souvent, chez les femmes, l'autisme peut être confondu avec d'autres troubles, notamment psychiques. Euh, on a un chiffre qui est très significatif. 95% des personnes autistes se sentent incomprises. Ça, c'est important de le souligner. Sachez que chaque année, en France, il y a 7 500 à 15 000 naissances de personnes autistes et les premiers signes apparaissent souvent avant l'âge de 3 ans. Mais on a aussi beaucoup de personnes qui sont diagnostiquées très tardivement, euh, jusqu'à l'âge de 50 ans, des fois, souvent après un burn-out, parce qu'elles ont compensé pendant des années, ou après une difficulté professionnelle. Et ce diagnostic, finalement, les soulage, parce qu'ils se disent, ils comprennent leurs difficultés, et, euh, et voilà, donc on ne voit pas toujours l'autisme, c'est important, comme je l'ai dit, on ne peut pas le diagnostiquer toujours, d'où l'importance d'avoir cette conclusion et d'éléments à retenir avant de passer à la réponse à vos questions. Donc le diagnostic de l'autisme est un processus lent, ça prend vraiment, ça peut prendre des années, hein, des fois pour être diagnostiqué sur le sujet. C'est très difficile d'accès. Si on rajoute en plus le handicap invisible qui est très largement répandu, donc c'est plus de 80% des cas, ça fait que euh, le fait de travailler des personnes sans savoir si elles sont autistes, si elles ont un handicap invisible, ben, c'est important qu'on travaille sur un environnement qui peut convenir à nous tous. D'accord? Donc, il ne faut pas se poser uniquement la question pour les personnes qui sont déclarées ou qui ont un diagnostic ou dont le handicap est visible. Donc, créant des environnements de travail inclusifs pour tous. Quand le handicap il est invisible, hein, ce qu'on peut retenir, il peut être difficile à comprendre. On a vu 95% des personnes autistes se sentent incomprises. Il peut être difficile à accompagner, mais heureusement, il y a des personnes qui peuvent vous aider, des acteurs qui peuvent vous aider. Déjà, le fait d'être sensibilisé, d'être conscient de tout ça, ça aide beaucoup, hein. Ça vous permet de mieux comprendre et mieux accompagner. Et vous pouvez, parce que, comme l'a dit Sheila, il faut s'appuyer sur les acteurs, la médecine du travail, le service de la santé au travail, les spécialistes du sujet. Aujourd'hui, voilà, nous aujourd'hui, on est dédié et spécialisé en handicap au travail, et des spécialistes sur l'autisme, hein, c'est pas notre spécialité. Et là, on profite de l'occasion pour vous donner déjà quelques éléments voilà, de compréhension. Donc l'enjeu est d'être ouvert pour comprendre des fonctionnements différents et de mettre en place des environnements de travail adaptés. Voilà un peu la conclusion et les éléments qui nous paraissent importants à retenir. Avant de passer aux questions-réponses, je rappelle l'outline. On en a parlé. C'est un service externe. Vous pouvez vraiment échanger avec nos experts de manière confidentielle sur toute question que vous pourriez vous poser sur le handicap. Les webinaires aussi, n'hésitez pas à aller voir en replay les webinaires passés. Tous les webinaires sont complémentaires. C'est vraiment une série, hein. Donc le début peut être intéressant aussi à voir. Et je rappelle surtout le 26 mai, n'oubliez pas qu'il y a un webinaire spécial reconnaissance handicap. C'est très très important, ça plaît beaucoup et on comprend mieux la reconnaissance handicap. Et vous allez aussi pouvoir, on vous enverra aussi par mail le lien, répondre à cette enquête de satisfaction pour voir si ce webinaire vous a plu, s'il y a des choses qu'on peut améliorer, etc. Donc on va passer maintenant à la partie questions-réponses. Et on a une question. Oui, tout à fait. On a déjà une question. Et si la personne n'accepte pas son handicap, du coup, que peut faire le manager dans ce cas de figure? Tu souhaites répondre ou je réponds quand tu veux? Vas-y, Sheila, on n'a pas le Ok, temps. très bien.
Alors, du coup, sur cette question-là, oui, j'ai un peu répondu quand j'ai fait ma partie. Quand un collaborateur a droit donc de ne pas communiquer son handicap au travail, et quand justement il y a des répercussions sur le travail, votre rôle, c'est d'ouvrir le dialogue, de créer un climat de confiance de façon à pouvoir lui proposer votre aide. Mais en aucun cas, il n'a l'obligation de vous parler de son handicap. Parfois, il y a des personnes qui mettent plus de temps que d'autres à accepter leur propre situation, et ça, il faut pouvoir l'accepter. Il y a des personnes qui font encore le deuil du fait qu'ils ont telle ou telle pathologie ou telle maladie, et ça, il faut pouvoir le respecter. C'est propre à chacun et il n'y a pas de durée moyenne, etc. C'est vous, votre rôle, c'est d'informer et d'accompagner. Après, bien sûr, si la personne est en danger sur son poste de travail, c'est-à-dire vous voyez qu'elle est en difficulté, vous avez toujours le recours à la médecine du travail. Mais ça, vous pouvez appeler vos référents handicap, ou vos RH pour vous accompagner sur le sujet, pour vous aider. Et oui, bien sûr, service de santé au travail dès lors que la personne elle est en souffrance sur son poste de travail. Je Alors, complète. oui, Il y a une deuxième question, mais j'aimerais, parce que c'est une question oui, quand même extrêmement importante. C'est un des principaux freins, c'est quand les personnes ne veulent pas être associées au handicap et du coup, ça les prive voilà, de moyens qu'on peut leur mettre à disposition pour adapter leur poste. Moi, je pense qu'il faut revenir à la définition du handicap. La loi française élargit la définition du handicap même aux maladies invalidantes. Donc, c'est finalement une loi qui concerne la santé au travail. Et du coup, ce qu'a la personne, elle peut l'appeler comme elle veut, c'est quelque chose, c'est une maladie, c'est un état de santé, problème de santé, qui handicape la personne, qui la limite dans son activité. Donc, on peut très bien lui dire, voilà, c'est quelque chose qui vous limite, ça relève de la loi et ça vous donne des droits, le droit de disposer d'une RQTH, c'est pas comme ça, qui vous permettent de bénéficier de conditions de travail adaptées, tout simplement. Donc il y a des personnes qui acceptent voilà, de comprendre que c'est une situation de handicap qui peut leur permettre d'adapter sans accepter d'être une personne handicapée. Donc vraiment, c'est deux choses différentes. Je peux accepter la situation de handicap créée par mon état de santé sans être considéré comme une personne handicapée. Euh, merci Redouane pour ces précisions. hum. Et du coup, la deuxième question, c'est qui décide et comment des aménagements mis en place en fonction des handicaps? Vas-y, réponds, je suis là. Alors du coup, qui décide, c'est la médecine du travail, tout simplement. Donc c'est vraiment le seul compétent à pouvoir faire le lien entre l'état de santé de la personne et le poste de travail, et va faire des préconisations qui seront peut-être précisées par un ergonome s'il y a besoin, mais c'est la médecine du travail, enfin le service de santé au travail si vous préférez, qui décide des aménagements à mettre en place. Est-ce Très qu'il y bien. aurait d'autres questions? Alors n'hésitez pas, vous pouvez décrocher vos micros. Je pense que Redouane vous a débloqué. Ouais, On va vous avez la on possibilité va arrêter de l'enregistrement pour pas que arrêter vous l'enregistrement, tout à puissiez, fait. voilà, Vous parler exprimer. sans être dans la vidéo du replay.